tu veux investir de la meilleure des manières et payer moins d'impôts, alors tu dois absolument connaître ce classement. Parce que certaines enveloppes fiscales peuvent littéralement doubler ton argent avec les avantages cachés. Alors que d'autres ont des inconvénients majeurs et vont te coûter une fortune en taxes si tu fais les mauvais choix. Et attention, la première enveloppe du classement pourrait bien te surprendre. Reste bien jusqu'à la fin, chaque détail compte. Et en numéro 5, on va évoquer rapidement le CTO, le compte titre ordinaire. Alors tout de suite, c'est l'enveloppe la plus libre mais aussi la plus taxée. Tu peux investir où tu veux. Actions internationales, ETF, obligations, dérivés et même crypto-monnaie, sans contrainte, sans plafond. Mais chaque dividende ou plus-value générée sont imposés plein pot à la flat tax de 30% dans l'année N+1. Et donc deux désavantages majeurs. Un, administratif, puisqu'on va devoir déclarer aux impôts ses plus-values et ses gains chaque année. Et le deuxième désavantage, c'est l'effet des intérêts composés. Ils seront beaucoup moindres parce qu'on va pouvoir réinvestir beaucoup moins et pas 100% de ses gains. Par contre, il est vrai que c'est l'enveloppe où il y a le plus de choix pour investir, sans frais d'enveloppe annuelle et en général les frais des ETF les moins chers du marché. Et clairement, d'une manière générale, même si ces frais sont moins élevés, la fiscalité vient contrebalancer ces avantages. Et pour moi, cela va être une enveloppe à détenir dans 3 cas de figure. Premièrement, quand on a atteint le plafond des 150 000 € du PEA, j'y reviendrai bien entendu après. Et aussi quand on veut investir sur d'autres sous-jacents pour diversifier son portefeuille global. Et notamment, par exemple, avec un ETF or, ETC, or, c'est exactement la même chose. Pour pouvoir suivre le cours de l'or sans en avoir la contrainte de le détenir physiquement. Idem pour la crypto-monnaie, c'est aussi une possibilité sans avoir à gérer soi-même un wallet de crypto-monnaie. Et aussi avec le compte titre, vous avez la possibilité d'investir en obligations à terme ou même en ETF obligataire. Et en dernier cas de figure, ça va être vraiment pour investir en actions individuelles internationales. Par exemple, des actions américaines. Si tu veux absolument investir sur une seule entreprise, sur Apple, et de savoir et de suivre le cours de Apple ou de Microsoft ou de Netflix ou de Tesla ou de Nvidia, ça va être une des possibilités avec le compte titre. Et personnellement, moi, comme je te le dis toujours, mon compte titre est chez Trade Republic, mais il en existe d'autres. Tu as DeGiro, Scalable Capital, Interactive Brokers. Attention, c'est quand même pour les investisseurs beaucoup plus avancés. C'est un petit peu Interactive Brokers, c'est un peu l'usine à gaz avec les graphiques. C'est quand même moins pour les néophytes, je tiens à le préciser. Tu as aussi des comptes titres ordinaires dans des autres banques françaises, mais attention, quand même aux frais de passage d'ordre, il faut absolument comparer. Et un dernier détail, en tout cas, tu peux posséder autant de comptes titres ordinaires que tu veux, tu n'es pas limité. Donc si tu en as ouvert un, que tu veux pas revendre tes parts pour générer des plus-values et de la fiscalité, mais que c'est pas un très bon compte titre, pourquoi pas en ouvrir aussi un autre et continuer d'investir dessus. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc, tu peux avoir 1, 2, 3, 10 comptes titres si tu le souhaites, que tu le saches. Et maintenant, en 4e position, le plan d'épargne retraite, le PER. Et tout de suite, clairement, c'est l'enveloppe la plus incitative si tu es imposé déjà. Tes versements vont être déductibles de ton revenu imposable. Donc, si tu es dans une tranche haute d'imposition, alors ça peut être un formidable booster. Je t'explique tout de suite, mais juste avant le revers de la médaille. Il faut savoir que l'inconvénient majeur, c'est que ton argent sera bloqué jusqu'à ta retraite, sauf cas exceptionnel de déblocage, comme l'achat de sa résidence principale, l'invalidité, le décès, etc. Donc tout de suite, c'est une enveloppe puissante dans certains cas, mais pas du tout flexible. Et je la classe numéro 4 car il faut la voir comme une brique complémentaire, mais pas du tout comme ton premier véhicule d'investissement. Et petite précision, il existe 3 types de PER. Le PER individuel, le PER collectif en entreprise et le PER obligatoire. Le PER individuel, c'est celui que tout le monde va pouvoir ouvrir. Donc, pour bien comprendre le mécanisme, tu vas pouvoir déduire des impôts chaque année le montant de tes versements sur ton PER dans la limite d'un certain plafond. Pour cela, tu peux regarder ta feuille d'imposition et tu vas avoir le montant des 3 dernières années.
Mais il y a un piège que tout le monde ne comprend pas. En fait, l'État ne te fait pas cadeau de ses impôts, mais ce qu'on appelle un report d'imposition. Tu ne paieras pas l'impôt à l'entrée, mais n'oublie pas, tu paieras l'impôt à la sortie. Donc, avec le PER, il faut bien faire ses calculs. Si tu es en début de carrière avec une tranche d'imposition à 0% ou 11%, il y a très peu d'intérêt. Par contre, si tu es dans la tranche d'imposition de 41%, 45%, voire même 30%. Alors là, il faut commencer à y réfléchir parce que si tu envisages, si tu imagines qu'au moment de ta retraite, ta tranche d'imposition sera inférieure, que tu passes de 45% à 30% par exemple, ou de 30% à 11%, alors là, tu peux faire coup double. Parce que d'une part, au lieu par exemple de payer 45% d'impôts tout de suite sur tes versements, tu n'en paieras par exemple plus que 30% à la retraite, soit déjà un gain significatif de 15% dans ce cas de figure. Et si tu passes de 30% à 11%, un gain de 19%. Attention, il y a aussi l'effet temps qui joue. Et il ne faut pas oublier le fait que de ne pas payer d'impôts tout de suite à l'entrée va te permettre de faire fructifier un plus gros capital dès le démarrage. Et ça, c'est vraiment un avantage du PER. Selon moi, c'est vraiment l'enveloppe la plus difficile à appréhender. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 11 millions de PER ouverts. Mais la problématique, il faut connaître sa situation à aujourd'hui. Ça, ok, c'est plutôt facile. Mais anticiper sa situation future, si ça se trouve dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, si on a une vingtaine d'années, c'est compliqué et c'est jamais évident. Donc pour moi, c'est vraiment une enveloppe satellite à ne pas ouvrir trop tôt. Moi, je dis toujours qu'on peut commencer à réfléchir à ouvrir un PER quand on a 45 ans, 50 ans et qu'on a une meilleure visibilité sur sa situation. Et d'ailleurs, dans un PER, vous allez pouvoir investir dans n'importe quel actif au même titre que les assurances vie. Du fonds euro, des ETF, des actions, du private equity, des obligations, des SCPI. Mais attention aux frais de gestion et aux frais d'enveloppe annuelle car le PER, comme son nom l'indique, c'est vraiment un investissement sur du long terme. Donc attention aux frais. Il faut, comme je le dis toujours, choisir un bon PER, sans frais de versement, sans frais d'arbitrage, avec les frais d'enveloppe annuels les plus bas. Parce que ce qu'on oublie aussi souvent, on dit jusqu'à la retraite, donc 62 ans, 64 ans, peu importe, 67 ans, ça dépend, peu importe. Mais l'idée, c'est pas forcément de tout sortir en capital de son PER au moment de la retraite. On peut aussi très bien après le conserver plus tard pendant sa retraite, jusqu'à 70 ans, 75 ans, 80 ans. Et moi, personnellement, c'est peut-être la seule enveloppe fiscale que je n'ai pas encore parce que je vais avoir 40 ans. Mais je compte peut-être l'ouvrir d'ici 5 à 10 ans. J'aurai une meilleure vision sur mon avenir. Et pour cela, si tu veux ouvrir un PER, moi j'en conseille toujours deux parce que c'est exactement les mêmes caractéristiques et les mêmes frais que les assurances vie. C'est les PER Linksea Spirit 2 et le PER de Luxia Cardiff. Tu pourras regarder. Si tu regardes les caractéristiques sur ma chaîne des vidéos de ces assurances vie, en gros, c'est exactement la même chose pour les PER. Donc pour moi, ça fait vraiment partie des meilleurs PER du marché. En tout cas, si tu prends un de ces deux-là, tu ne te tromperas pas. Et maintenant, en troisième position, et je viens juste de te l'évoquer, l'assurance vie. Alors pourquoi? Parce que c'est l'enveloppe la plus polyvalente. On appelle toujours cela le couteau suisse de l'épargne. Une fiscalité intéressante après 8 ans de détention, une transmission optimisée et l'accès à du fonds euro pour l'épargne sécuritaire et comme avec le PER, accès à des unités de compte pour plus de dynamisme. Et concrètement, c'est un contrat géré par un assureur où tu pourrais très bien avoir l'ensemble de tes actifs réunis à l'intérieur. Fonds euro, ETF, actions, SCPI, obligations, private equity. Le grand intérêt est la fiscalité, car c'est une enveloppe fermée où les gains ne sont imposés qu'en cas de retrait. Et après 8 ans de détention, 8 ans à partir de la date d'ouverture du contrat et pas de la date du premier investissement, on pose toujours la question. Il y a une exonération partielle des impôts sur les plus-values après un abattement de 4 600 €
pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple, marié ou pacsé. Et en plus, en cas de décès, la transmission est optimisée jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Donc zéro impôt au lieu de 20%, par exemple pour ses descendants, pour ses enfants. Mais attention, comme dans le PER, il y a un défaut à tout ça, c'est ce que j'appelle les frais d'enveloppe, entre 0,5% et 1% annuels, et voire même d'autres frais supplémentaires comme les frais de versement, les frais d'arbitrage. Ok pour préparer sa transmission et y loger sa partie moins offensive, fonds euros, fonds monétaires, obligations, SCPI. Mais encore faut-il aussi choisir une bonne assurance vie. Et personnellement, mes deux favoris, c'est comme le PER, c'est Spirit 2 et Luxia Cardiff. D'ailleurs, moi, j'ai ces deux assurances vie pour mon fonds euro et mes SCPI. Et une chose primordiale à bien anticiper, ce sont les versements avant 70 ans. Donc, il faut absolument faire un point sur sa situation entre 65 ans et 70 ans. Car après 70 ans, l'exonération d'impôt n'est plus de 152 500 € par bénéficiaire, mais plus que 30 500 € pour l'ensemble des bénéficiaires. Autrement dit, il faut, si on veut bien préparer sa transmission, il vaut mieux faire les versements, le maximum de versements avant 70 ans plutôt que après. Et c'est pour ça qu'à cette date, on parle souvent peut-être de refaire des rééquilibrages, par exemple de son PEA et de son compte titre ordinaire vers son assurance vie pour préparer tout cela dans les meilleures conditions. Et sans transition, je viens de t'évoquer la deuxième meilleure enveloppe fiscale, le PEA, le plan d'épargne en action. Ça pourrait être la première, mais je t'expliquerai après. Et je t'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais à juste titre, c'est l'enveloppe reine pour y loger ses actions européennes et ses ETF. Et cela pour deux raisons. Une fiscalité avantageuse. Au bout de 5 ans de détention, un peu comme l'assurance vie, mais là c'est 5 ans. Vous n'aurez plus d'impôt sur les plus-values à payer, plus que les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc au lieu de payer par exemple une flat tax de 30%, vous ne paierez plus que 17,2%. Donc un gain de 12,8% dans votre poche, c'est toujours ça de prix. Et aussi parce que tout simplement, il n'y a pas de frais d'enveloppe contrairement à l'assurance vie ou le PER. Vous ne paierez que les frais de passage d'ordre, les frais de courtage, d'un maximum de 0,50% du montant. Je le dis toujours, c'est une loi française, mais après en fonction des PEA, il y a différents types d'offres. Donc ça peut être 0 € comme 0,35% du montant, 0,10, 0,15. Ça dépend vraiment des courtiers et des offres qu'ils proposent. Et ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des coûts uniques, une seule fois quand on achète, et c'est pas des frais récurrents annuels, et la différence est vraiment majeure. Donc, quand on investit de manière passive, sans faire de trading journalier, ces frais-là peuvent être considérés comme beaucoup plus minimes que des frais récurrents annuels sur l'ensemble du capital, et cela, comme son nom l'indique, chaque année. Et dernière bonne nouvelle, vous pouvez très bien investir au travers de cette enveloppe sur des ETF internationaux, comme un ETF MSCI World, comme un ETF S&P 500, par exemple. Et donc, on combine tous les avantages de l'enveloppe du PEA sans le désavantage d'être obligé d'investir uniquement en France ou en Europe. Et comme l'assurance vie ou le PER, c'est une enveloppe fermée, capitalisante, donc zéro fiscalité dans l'année en cours si on ne retire pas sur son compte courant. Mais il y a quand même deux désavantages. Le premier, comme je l'ai déjà évoqué, le PEA est plafonné à 150 000 € de versement. Donc une fois que vous l'aurez rempli, les intérêts peuvent toujours courir derrière, donc on peut avoir des PEA à 200 000, 300 000, 500 000 €. Mais si vous voulez après verser derrière, il faudra le faire sur une autre enveloppe, un compte titre ordinaire, un PER ou une assurance vie. Et le deuxième désavantage, c'est que en dessous des 5 ans de détention, si vous souhaitez retirer, ça va clôturer et vous n'aurez pas l'avantage fiscal, mais par contre, vous payerez bien les 30% de flat tax sur les plus-values. En tout cas, comme je le dis toujours, quand on veut investir sur un PEA, on est là aussi pour investir sur du long terme. Donc normalement, la problématique entre guillemets des 5 ans n'a pas lieu d'être. Et clairement, la stratégie, selon moi, c'est vraiment de loger ces ETF et ces actions, si tu le souhaites, françaises et européennes, sur ton PEA. Parce que c'est vraiment la meilleure option fiscale et de rendement sur du long terme. Et moi, personnellement, tu le sais peut-être, mais moi, depuis toujours, j'ai mon PEA chez Fortuneo et j'en suis
extrêmement content. Mais tu en as d'autres. Trade Republic, Saxo Bank, Bourse Direct, Boursobank aussi. En tout cas, pour moi, c'est les meilleurs. Et si tu en as un de ceux-là, franchement, tu ne te trompes pas et tu as déjà un très bon PEA. Je n'arrête pas de le dire. Et maintenant, l'enveloppe numéro 1. Une enveloppe particulière avec un avantage inégalé. Parce que tu vas effectuer des versements dessus et en plus, on va verser de l'argent pour toi. Incroyable. Là, je te parle du PEE, plan d'épargne entreprise. Et comme le PER, tu peux aussi faire coup double. Parce qu'il se peut que dans ton entreprise, à chaque fois que tu vas effectuer un versement dessus, prime de participation, prime d'intéressement, ton entreprise abonde en fonction du montant que tu vas verser. Et là, c'est vraiment un gain de performance tout de suite. Et par exemple, tu mets 100 € et ton entreprise abonde 50 €. Tu auras du coup 150 € de capital qui va travailler tout de suite. Mais en réalité, tu viens de faire une performance tout de suite de plus 50%. Et à mon sens, dès que tu as cette possibilité, il faut en profiter au maximum. Et en plus, les versements que tu vas effectuer vont être exonérés d'impôts sur le revenu. Très souvent, ça marche sur les primes de participation et d'intéressement, mais ça ne marche pas sur tes versements volontaires. En tout cas, tu pourras épargner et investir plus au démarrage, donc vraiment coup double. Cependant, il y a deux inconvénients plutôt mineurs à mon sens. L'argent est bloqué 5 ans. Avec le PER, ce sont les deux seules enveloppes illiquides. Par contre, la différence avec le PER c'est jusqu'à la retraite, là c'est seulement 5 ans. Et le deuxième inconvénient, c'est la disponibilité et le choix des fonds. Très souvent, il n'y aura pas d'ETF disponible, mais ce sera plutôt que des fonds de gestion traditionnels. Tu pourras me dire en commentaire ce que toi tu as. En tout cas, ces fonds de gestion, très souvent, je le dis toujours, ils ont énormément de frais. Mais là, bien souvent, dans un PE, les frais sont à la charge de l'entreprise. Donc, renseigne-toi bien sur les contrats des fonds qui te sont disponibles. En tout cas, une astuce, un conseil. Si tes fonds ne sont pas performants, alors pour moi, il faut quand même placer son PEE pour l'abonnement. Et la stratégie, c'est que au bout des 5 ans, où j'en ai peut-être pas parlé, il y a aussi des cas de déblocage particuliers. Naissance du troisième enfant, décès, invalidité, achat de la résidence principale. Je me demande même si maintenant il n'y a pas la rénovation énergétique. Bon, ça c'est vraiment à confirmer en tout cas. Mais de retirer tous les 5 ans dès que l'argent est disponible pour y réallouer sur une autre poche plus performante, sur ton PEA ou sur ton CTO ou sur ton assurance vie ou même sur ton PER. En tout cas, ne laissez pas traîner votre épargne sur un fonds de gestion à 1% de rendement par an sur votre PE parce que vous avez oublié. Et personnellement, tous les ans, au mois de février, je retire l'argent qui est disponible. Ça me prend 5 minutes via l'application et l'argent arrive sur mon compte courant sous quelques jours. Puis après, je le réinvestis sur mon PEA. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu as envie de faire un pari avec moi? Alors, regarde cette vidéo, je te parie que le dernier ETF, tu ne le connais pas. Tout le monde ne le connaissait pas, ceux qui ont déjà regardé la vidéo. En tout cas, tu verras un exemple de portefeuille ETF PEA. À bientôt.